BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, on met le cap ce week-end sur la course à la Maison-Blanche. On a franchi une étape importante dans le camp démocrate. Hillary Clinton a remporté mardi les primaires. Elle devient ainsi la candidate de son parti, la première femme candidate à la Maison-Blanche sous la bannière d'un des deux grands partis américains. Les réactions et à quoi peut-on s'attendre pour la suite? C'est tout de suite avec nos experts en plateau. Avec nous, Myriel Vos, vous êtes journaliste. Vous suivez tout particulièrement cette course à la Maison-Blanche. On vous reçoit tous les mois dans cette spéciale présidentielle américaine. Merci d'être avec nous. À vos côtés, David Andelman, vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour les plus grands médias américains. On retrouve votre plume aujourd'hui dans le quotidien national USA Today. Vous êtes éditeur émérite au World Policy Journal. À vos côtés, eh bien, on a Laetitia Garriott de Cailleux. Vous soutenez Hillary Clinton depuis le début. Vous êtes très active. Vous avez notamment cofondé Entrepreneur for Hillary. Et puis Jean-Claude Gruffin, merci d'être avec nous. Vous êtes Managing Director chez Galileo Global Advisors, une banque d'affaires et société de conseil stratégique. Vous étiez auparavant en charge des relations globales avec les filiales de grands groupes européens chez Citigroup. Vous êtes républicain. Merci de nous accompagner dans cette spéciale avec pas mal de choses là. Si vous voulez bien, on va essayer de poser un petit peu nos valises, expliquer où on en est aujourd'hui dans le processus de nomination avec, je disais donc en introduction, cette étape importante, Hillary Clinton qui remporte les primaires. Myriel Vos, bon, c'était attendu, pas de surprise de ce côté-là, mais attendu, mais elle a très bien fait. On parle beaucoup de moments historiques. Expliquez-nous peut-être pourquoi. Oui, c'est historique parce que c'est la première fois qu'une grande partie propose une femme pour la nomination. Elle a vraiment une chance. Aussi, elle a très bien fait. Elle a pour la première fois vraiment attaqué Donald Trump, son premier adversaire. Et c'est historique parce que Hillary Clinton, bon, elle était politicienne depuis longtemps, mais maintenant c'est à elle de sauver la République, si vous voulez. Pour la démocrate, c'est à elle maintenant, c'est à elle. Elle est la seule personne qui peut nous sauver. C'est un petit peu comme ça. On a beaucoup parlé de la Californie. Pourquoi c'était important, David, de remporter la Californie? Californie, c'était important parce que c'est un symbole des États-Unis. C'est le plus grand des États. C'est un État très mélangé, c'est-à-dire un État avec beaucoup d'hispaniques, de latino-américains, de noirs, des blancs, un pays avec des quartiers très riches, un quartier très pauvre, donc un quartier rural, un quartier urbain. Si on peut rapporter un État comme Californie, ça c'est très important pour tout le reste du campagne, vraiment, et pour en novembre, pour Laetitia, vous étiez à Brooklyn, vous avez assisté donc à cette soirée historique. Absolument. Quelle était l'ambiance? Est-ce que Hillary Clinton a bien pris conscience de ce moment historique, à votre avis? Absolument, c'était un moment vraiment historique. Avant qu'elle arrive dans la salle pour voir tous les supporters et être à la télévision, ils nous ont montré un petit clip qui a fait une rétrospective de l'histoire des femmes aux États-Unis. Le droit de vote aux États-Unis a été donné aux femmes le jour où la maman d'Hillary est née. Je crois que c'était le 4 juin 1919, ça fait du sens. Donc c'est quelque chose de très personnel pour elle. Sa mère était très importante dans sa vie. Et elle est arrivée dans la salle. Les drapeaux américains allaient dans tous les sens. Ça n'a jamais été aussi grand, aussi émotionnel. C'était très émotionnel pour elle aussi. Et elle a regardé partout, elle regardait tout le monde et c'était « We just made it ». Et il y avait ce regard à chaque personne dans la salle. Ça a duré 5-10 minutes parce que c'était vraiment un moment unique. Et ce qui était très beau aussi, c'est que la plupart des meetings s'ouvrent avec quelqu'un qui chante l'hymne national. Et la personne qui l'a fait cette fois-ci, au lieu de faire son petit show personnel, a encouragé toute la salle à l'accompagner. Donc c'était vraiment une communion et je crois qu'on se tourne vraiment là pour s'engager avec les supporters de Bernie et que c'est plus fort que juste une femme qui devient la présidente des États-Unis. Si on y arrive, on va se battre dur contre le Parti républicain comme ça.
mais c'est surtout sauver les valeurs de l'Amérique. Et je crois d'ailleurs que vous nous en direz plus sur vos vues au niveau de ce qui se passe au sein du Parti républicain, mais je crois que plus que démocrate contre républicain, c'est les valeurs de l'Amérique. C'est pour ça que c'est une élection si importante. Alors justement, là, côté républicain, là, comment on a regardé cette soirée du mardi 7 juin? Depuis longtemps, il était évident que Hillary Clinton serait le nominé, comme on dit ici, du Parti démocrate. Donc il n'y avait pas véritablement de surprise. Hillary Clinton, elle est en campagne pour ce poste, disons, je vais être généreux, depuis 2006, mais sans doute depuis bien avant. Donc c'est sans doute une étape importante pour elle. Elle a une chance raisonnable d'être élue. Je pense que c'est bien qu'une femme soit élue présidente des États-Unis. Ce que je regrette, c'est que ce soit Hillary Clinton. On y revient dans quelques instants. Est-ce que justement une femme présidente, là, est-ce que les Américains sont prêts pour ça, Myriel? Oui, je pense qu'ils sont prêts. Ils étaient prêts d'élire un Africain-Américain. Alors ils sont prêts, les démocrates sont prêts. Et elle est aidée maintenant, je pense, par Donald Trump, qui se bagarre, comment dirais-je en français, qui se bagarre avec tout le monde, les juges, un juge fédéral, les musulmans, les immigrants. Alors, ça va être difficile pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, aujourd'hui, on a commencé déjà vraiment à parler avec une deuxième femme sur le même ticket, disons le vice-président, comme vice-présidente, le sénateur Elizabeth Warren. Et ce serait vraiment la première fois dans toutes les démocraties où il y avait une tête et une deuxième dans le même ticket d'une femme comme ça. Et les dirigeants du Parti démocrate, ils ont déjà parlé avec ça comme c'est quelque chose qui peut être vraiment réussi. Il y a eu des réactions médiatiques assez intéressantes par rapport à la possibilité de ce double ticket femme, où les gens me posaient la question, mais est-ce que l'Amérique est prête pour un double ticket du même sexe ou pour un double ticket femme? Et la réponse était, depuis le début, c'est deux du même sexe, donc ça n'a pas l'air de poser un problème. En effet, cette fois-ci, ce serait deux femmes, mais bon, on verra. Il y a quand même beaucoup de candidats. Je pense que les probabilités sont faibles. Ça va être difficile. Mais bon, le problème, simplement, c'est que Elizabeth Warren est beaucoup plus libérale que Hillary. Voilà. Non, la seule chose que je dirais, c'est que cette élection, au-delà des personnes, qu'est-ce que c'est? C'est la concrétisation, une fois de plus, que la politique américaine s'est extraordinairement polarisée et extrémisée au cours de ces dernières années. Vous avez eu effectivement, au moment de la primaire républicaine, j'allais dire la course à droite. Et vous avez, au moment de la primaire démocrate, la course à gauche. Obama était déjà beaucoup plus à gauche que Bill Clinton. Hillary Clinton, je ne sais pas trop où elle a commencé chez Goldwater, maintenant elle va sans doute terminer avec Sanders, parce qu'elle a besoin des voix de Sanders, donc il y a des gens qui ont soutenu Sanders. Mais on est de moins en moins dans une Amérique consensuelle, on est de plus en plus dans une Amérique qui se sépare idéologiquement, on a des États qui sont, j'allais dire, de manière acquise déjà ou démocrate ou républicain, et donc on sait très bien que cette élection se jouera dans l'Ohio, en Caroline du Nord, en Floride, et que le reste de l'Amérique finalement n'a pas voix au chapitre. La Californie votera évidemment pour les démocrates, le Texas votera évidemment pour Trump. Oui. Donc finalement ce sont ces swing states où on va dépenser énormément d'argent pour faire bouger quelques voix, et on sait très bien que ce sont les indépendants qui vont faire de la différence. Oui, et les indépendants, si vous permettez, les indépendants, il y a au moins une chose dont je suis sûr, c'est qu'ils ne sont heureux ni avec Clinton ni avec Trump. Mais les élections, toujours aux États-Unis, pivotent sur quelques petits États. Plus que jamais. Oui, peut-être. Mais en tout cas, quand Al Gore quand Bush a battu Al Gore, ce serait un État. Non, je suis d'accord avec vous. La polarisation est encore plus forte qu'avant. Oui. Et l'autre aspect, si vous permettez, c'est pour revenir là-dessus, c'est que moi je suis convaincu que les démocrates vont, bon an mal an, se mobiliser derrière Hillary Clinton. Mais beaucoup de gens ont voté pour Sanders, ce n'étaient pas des démocrates, c'était des indépendants. Oui, mais vous savez, Trump n'est pas vraiment un républicain classique, c'est-à-dire un républicain. Je parle pour l'instant, vous permettez, je parle de la gauche. Non, mais vous parlez de polarisation à gauche et à droite. Je regrette la polarisation. Oui. Elle existe à droite aussi. Oui. Elle existe à droite. Elle existe, on l'a vu avec Cruz et avec d'autres. Donc les indépendants... les indépendants, c'est le premier parti aux États-Unis. Si on donne par ordre d'importance, le premier parti sont les gens qui se déclarent indépendants, ensuite sont les démocrates, ensuite sont les républicains.
Et on sait très bien que ce sont les indépendants qui font la différence. Alors, les indépendants, une bonne partie des indépendants sont des démocrates et une bonne partie des indépendants sont des républicains. Il reste une frange d'indépendants qui sont effectivement indépendants. Moi, ce que je constate, c'est que on a vu effectivement le phénomène Sanders dans les primaires démocrates qui n'étaient pas ouvertes, c'est-à-dire les primaires les primaires ouvertes, c'est-à-dire les primaires où les indépendants pouvaient voter. Ce qui n'est pas le cas en Californie, par exemple, je crois. Mais vous savez, il y a un petit problème de ce scénario. Et le problème, c'est que vraiment, Trump n'est pas un vrai républicain. Ah non, c'est un démocrate. Oui, il est plutôt démocrate. Mais il était démocrate plus que républicain. Oui, exactement, mais ça c'est la raison que les divisions comme ça aux États-Unis ne vont pas beaucoup cette année. Non, mais on a une élection, ça c'est vous mettez le doigt sur un aspect important de cette élection, qui est une élection entre deux libéraux de New York. Oui. Bon, est-ce que Hillary Clinton peut vraiment rallier les partisans de Bernie Sanders? Oui, Hillary peut rallier les partisans de Bernie. Il a eu une influence déjà, ça se voit dans son discours sur le discours qu'elle a, sur la plateforme politique qu'elle va présenter et qu'elle continue de présenter. Il y a toujours eu, je crois, des deux côtés cette importance sur tout ce qui est les familles qui travaillent, les working families aux États-Unis, la création de jobs, s'assurer, et je crois qu'on va entendre ça davantage maintenant, que tous payent de manière fair, juste, ce qu'ils devraient payer. Donc, et ça, je crois que Bernie l'a amené sous la forme d'une révolution. On est contre Wall Street, on est contre les corporations, on est contre les gens qui ont trop et qui n'ont pas besoin de tout l'argent dont ils ont. Hillary prend la même idée, mais le dit de manière plus acceptable en disant il faut que les sociétés Wall Street et que les personnes aisées payent la partie qu'ils doivent payer de ce qu'on fait aux États-Unis, de nos infrastructures, de nos ponts, de nos routes. Et donc c'est l'idée de quelque chose d'équitable, d'une société juste. Bernie a montré à Hillary la colère à gauche. Il a montré la colère à gauche parmi les gens, parmi quelques gens. Et là, elle était educated par lui. Et ça, c'est bien pour elle, je pense. I think it's the best thing that happened to her. Ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, cette élection ne sera pas décidée à l'âge des idées. C'est plutôt une question de couleur. C'est-à-dire, Trump va gagner la plupart des vieux Américains blancs. Okay. Et il y a beaucoup de comme ça. Et le New York Times, ce matin, il avait eu une pièce très importante sur ça. C'est-à-dire qu'on peut voir une voie de Trump pour capitaliser sur son popularité parmi les Blancs qui vont vraiment voter en masse comme jamais avant. Et Hillary, il doit penser sur les Noirs, les Hispaniques et tout ça, mais c'est pas sûr qu'il y aura assez de ça qui vont voter actuellement et qui sera bon. Moi, je suis d'accord avec vous en ce sens que vous avez raison. Mais ce phénomène auquel vous faites allusion, il n'est pas spécifique à Trump. Il avait commencé déjà sous George H. Bush et sous George W. Bush, mais chaque fois, on constate qu'il faut avoir un pourcentage plus élevé. Moi, de manière ironique, parfois je demande, quand je voyage et quand je rencontre des gens, je leur dis, vous voulez savoir à quoi ressemble un républicain? Vous me regardez. Blanc, homme et un peu âgé. Donc je suis d'accord avec vous. Oui. Bon, c'est la seule catégorie dans laquelle d'ailleurs les républicains, à la présidentielle, ont la majorité, parce que vous avez raison, les femmes, les jeunes votent effectivement plutôt pour les démocrates. Mais là, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que les jeunes ne votent pas. Les femmes, on l'a noté, les femmes, il y a des exceptions brillantes, mais les femmes inférieures à 45 ans, un âge inférieur à 45 ans, votaient pour Sanders, soutiennent Sanders plus qu'Hillary chez les démocrates. On va marquer une pause si vous voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour notre spéciale présidentielle américaine. Allez, le grand journal de New York, nous sommes toujours depuis les studios du Nasdaq à Times Square, notre spéciale présidentielle américaine avec nos invités en plateau, Muriel Vols, David Andelman, Laetitia Garriotte de Cailleux et Jean-Claude Gruffat. Merci toujours d'être avec nous. On va se focaliser à présent sur le Parti républicain. Vous êtes républicain, Jean-Claude. Vous avez participé à la campagne du sénateur Rand Paul. Vous avez soutenu
Ted Cruz, mais vous ne soutenez pas Donald Trump. Alors, un mot simplement, si vous voulez, pour nos auditeurs qui peut-être ne suivent pas ça de manière aussi étroite qu'on le fait ici. Lorsqu'il y a eu les débats de la primaire républicaine, tous les candidats ont signé un engagement. Le seul qui a refusé de le faire, si vous vous en souvenez, c'était Trump. Et puis finalement, il l'a signé. Un engagement de soutenir le nominé du parti, quel qu'il soit. Et donc, ensuite, les primaires ont donné le résultat que l'on sait. Et donc, ce que l'on constate maintenant, c'est que la majorité, la quasi-totalité des candidats, il y a quelques exceptions, soutiennent Trump. Parce qu'ils ont fait, effectivement, ils ont pris un engagement. C'est le cas de Rand Paul. Rand Paul ne fera pas campagne pour Trump. Il a dit simplement, j'ai signé un engagement. Mais ceci s'applique aux candidats, ne s'applique pas au Parti républicain. Donc il y a une pression extrêmement forte en ce moment pour qu'effectivement le parti se rallie derrière Trump. Ce que l'on constate, c'est que Trump fait tout pour que le parti ne se rallie pas derrière lui. Parce que les positions que prend Trump sont des positions qui sont exactement aux antipodes de ce que beaucoup d'entre nous pensons. Moi, si je suis un républicain, c'est parce que je crois à l'économie de marché. M. Trump ne croit pas à l'économie de marché. Emile Domen et autres montrent qu'il est très content et très satisfait des interventions de l'État aux dépens des droits privés des individus. M. Trump est anti-trade, moi je suis pro-trade. Alors d'ailleurs il est anti-trade comme maintenant Mme Clinton, qui à une époque a dit que le Trans-Pacifique était le gold standard de tous les accords internationaux, mais que maintenant évidemment elle trouve que c'était une très mauvaise idée. Bon, dont acte. Donc il est évidemment pour la construction d'un mur, ce qui est absolument aberrant, pour déporter 11 millions de personnes. Enfin, quand on écoute ce langage, aucune personne sensée ne peut souscrire à ce programme, qui est inapplicable, qui est évidemment moralement inacceptable, qui est éthiquement injustifiable et qui est aux antipodes de ce que beaucoup d'entre nous pensent. Et j'ai pris quelques exemples. Je ne parle pas des musulmans, je ne parle pas de... Ted Cruz. Pardon? Vous soutenez pour éviter Trump. Pour éviter... Il est sorti de la course de toute manière. Donc j'ai soutenu beaucoup plus pire. Non. Même pour un républicain comme vous. Mais écoutez, Pourquoi Ted Cruz n'est pas pire je respecte que vos Donald opinions, Trump? respectez mes opinions. Et puis je vous respecte, mais Ted Cruz, vraiment. J'ai soutenu Ted Cruz à un moment pour éviter... Ah oui, parce que je préfère quelqu'un que je connais et que je sais être prévisible, quelqu'un qui est totalement imprévisible. Trump nous a amené une guerre nucléaire. Oui, non, c'est très intéressant sur Trump. Cruz est le seul sénateur qui est détesté par tous les autres sénateurs. Mais je dirais que je suis d'accord avec vous que Cruz n'est plus dans la course, c'est Trump. Et on peut voir ce qui se passe au niveau des indépendants, bien qu'on est réaliste, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer à ce niveau-là. Trump, Anybody but Cruz. Il a choisi un classique, ceci dit. C'est votre opinion, c'est pas la mienne. Oui, je connais, si vous voulez, je n'ai soutenu que des candidats que je connais. Je peux vous dire une chose, je suis en désaccord avec 50% du tout le programme de monde Cruz. qui connaissait Ted Cruz disait qu'il était un vrai, je ne peux pas dire. Trump oui, laissez faire une flèche. Oui, pour citer un there's républicain. something of the dark about him. Ah, oui, Darth Vader, oui. Le noir. Trump n'est pas apprécié en général par le Parti républicain et l'ensemble des républicains. Il a cependant reçu des endorsements importants. Paul Ryan, par exemple, le président de la Chambre des représentants. Mais c'est vrai que si on regarde au niveau global, je me rejoins avec vous, il est complètement... Jean-Marie Le Pen, endorsement français, ça nous donne une idée de ce qu'il représente. Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Donc c'est ça, Trump. Et est-ce que c'est ce qu'on veut pour les États-Unis? Nous avons à peu près 5 semaines avant la convention républicaine qui va désigner un candidat. Et maintenant, on commence à dire que si Trump ne change ses idées, ses pensées, ou même ses paroles, qui est beaucoup plus important, il y aura un mouvement là-bas de désigner un autre. Et à mon avis, c'est pas possible. Dites-nous, qu'est-ce qui est vraiment... À mon avis, c'est pas inconcevable, mais les chances sont... Alors, c'est vrai que... Highly unlikely, mais il y a une partie, effectivement, de la campagne de Cruz qui espère qu'il y aura un miracle. Ah oui, mais Cruz n'est pas son... Ah non, mais attendez, ça sera pas... Un retour de Cruz, donc? Il n'est pas le Messiah, ok? Non, il n'est pas le Messiah, mais je veux dire par là, il n'y a pas d'alternative. Non, il n'y a pas vraiment d'alternative. Non, Paul Ryan ne sera pas. Paul Ryan veut sauvegarder. Écoutez,
Paul Ryan, le raisonnement, moi je n'ai pas une habilitation pour parler au nom de Paul Ryan, je parle à titre personnel, je suis convaincu qu'il sera candidat en 2020 ou en 2024, oui, absolument, et qu'il absolument. veut préserver l'avenir, et qu'il ne va pas se mettre dans une situation où il sera vu comme une alternative à Trump. Voilà. L'avenir, mais vous savez que Jospin était candidat présidentiel 2 fois, donc au moins. Voilà. Mais il pourrait être un candidat présidentiel. Ryan est plus jeune que Jospin quand il était candidat. Oui. Donc du coup, là, ça veut dire quoi pour vous? Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, pour une partie significative du Parti républicain, il n'y a pas d'alternative. Nous ne voterons pas pour Hillary Clinton, ça c'est mon plan, c'est clair, je ne voterai jamais pour Hillary Clinton, et je ne voterai pas pour Trump. Donc pour l'instant, j'envisage de voter pour le ticket libertarien de Johnson et de Weld, mais je vais suivre la campagne, je verrai comment la campagne se déroule, et je n'ai pas à prendre de décision avant le 8 novembre. Ouais, Mais quand je rentrerai dans le voting booth, j'aime bien vraiment Johnson et Weld, enfin un troisième parti, et c'est le seul troisième parti qui est sur les ballots, dans les 50 États. Dans les 50 États. Ouais. Donc c'est très important de considérer eux, parce que s'ils gagnent dans les sondages 15%, ils pourraient se mettre sur le plateau pour les débats. C'est-à-dire, il y aura 3 candidats sur les débats. Voilà. Pour les débats, Trump, Clinton et Johnson, le candidat de libertarien. Et à mon avis, ce sera vraiment, ça va vraiment changer le système politique aux États-Unis. Ça va changer la dynamique. Mais il y a aussi beaucoup de démocrates qui ne sont pas vraiment heureux parce que moi, je vais voter peut-être pour Vous Hillary avez Clinton. voté Bernie Sanders? Oui, mais voilà. mais je n'aime pas vraiment Hillary Clinton, mais j'ai pas vraiment de choix parce que après j'ai vu le. Votez pour Johnson. Votez pour Gary Johnson. Oui, ok, ou je peux rester à la maison. Mais bon. Ou votez pour le Parti vert, peut-être. Le Parti vert, je peux voter démocrate parce que Hillary Clinton, elle n'est pas vraiment le candidat idéal, far from it. Elle manque beaucoup de authenticité. C'est le mot français? Oui, absolument. Et bon. Elle a très bien fait la dernière semaine, il faut dire, avec son discours contre Trump, c'était très bien. C'était la première fois qu'elle a vraiment frappé Trump, c'est bien. Mais vous attendez c'est une campagne de négativisme. Oui, c'est ça. C'est épouvantable. On ne va pas discuter. On va voir ressortir les histoires extramaritales de Bill Clinton et on va voir ressortir l'histoire de Trump University et on ne va pas parler des vrais sujets. C'est dramatique. Et on perd une élection alors que l'Amérique est confrontée à des problèmes majeurs et franchement, pouvoir laisser penser à l'électeur américain que la solution c'est de construire un mur et de déporter 11 millions de personnes dont on a besoin pour cette économie, c'est une absurdité. Je souhaite intervenir ici parce que je pense qu'il n'y a quand même pas de comparaison entre ramener des affaires extramariales qui commencées n'ont rien à voir avec la politique et est-ce que quelqu'un est apte à gouverner. Trump University, bien qu'il ne s'agit pas de politique comme M. Trump n'a pas d'autre track record que son track record business dont on peut parler, que ce soit Trump University, les 35 000 lawsuits, affaires légales qu'il a eu sur le dos. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut avoir le même track record si on cherche sur les États-Unis entiers. Je veux dire, c'est un nombre énorme. C'est quelqu'un qui se met dans des bagarres constamment. Le juge. C'est des choses qui, pour moi, sont vraiment importantes et il faut en discuter. Alors, les histoires extramaritales, on les laisse de côté, mais tout ce qui est Trump University, l'histoire du juge... Non, mais je n'ai pas de problème à en parler. Je vais abonder dans votre sens. Vous savez-vous que, vous citez le nombre de cas, il y a un article dans USA Today, je crois, que j'ai lu il y a quelques semaines. Mais moi, j'ai un de mes très bons amis qui est également dans l'immobilier. Et je ne mentionnerai pas son nom. Et il m'a dit que les procès, faits ou qui ont été dirigés contre Trump, sont plus importants en montant et en nombre que l'ensemble des procès qui ont été faits contre les 5 real estate developers qui viennent après Trump. Ça montre que... Oui, sans doute, mais il y a aussi un problème pour Hillary Clinton, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un procès criminel contre elle pour ses emails, les serveurs, les ordinateurs et tout ça. Et ça peut-être poser un gros problème. Là, je souhaiterais intervenir aussi, c'est que... oui, au niveau des emails, juste pour clarifier encore une fois, et David... ajouter si vous avez l'impression que je ne donne pas l'ensemble, mais il y a d'autres secrétaires d'État
un certain nombre d'entre eux, le secrétaire de la Défense actuel, Ash Carter, qui lui aussi a utilisé ses emails personnels, c'était une guideline. Tous, quand il y a des guidelines un peu partout, il n'y avait rien d'illégal à utiliser. C'est la ligne de Hillary. Non, mais ça va pas être ce que dit le rapport, c'est pas ce que dit le rapport qui vient d'être relâché. Ça ne va pas aller si c'est FBI. Mais si elle est officiellement accusée, elle ne sera Oui, pas si présidente. elle est officiellement sanctionnée, non, elle pourrait continuer comme... Si le rapport dit quelque chose de différent, je demande à ce que la personne endommagée. l'amène sur ce plateau, parce elle que soit personne ne m'a blessée montré un beaucoup paragraphe par qui ça. dit autre chose. Ça ne va pas monter dans une vraie Watergate ou quelque chose comme ça. Ça va être dans le background et ça va rester dans le background. C'est imminent. Si le FBI ou le département de justice ne Ça prend va pas pas- un ça va procès pas aller. contre On va parler justement, on va revenir en détail sur certains des dossiers, des deux camps dans quelques instants. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Le Grand Journal de New York, notre spéciale présidentielle américaine depuis les studios du Nasdaq en plein cœur de Manhattan avec nos experts en plateau. Muriel Vos, David Andelman, Laetitia Garriott de Caillouche et Jean-Claude Gruffa. On va s'attaquer à des dossiers là dont on parle beaucoup. Trump, diversité, vous en parliez il y a quelques instants dans notre deuxième partie. Rappelons peut-être un petit peu ce que c'est et quels sont les enjeux là. Quel est le problème, Laetitia? Donc Trump University, c'est le Washington Post qui a, à cause de la liberté d'information aux États-Unis, qui a demandé à ce que le juge de ce cas Trump University disclose et publie tous les éléments du cas, ce que le juge a fait. Et ce qui a complètement outré Donald Trump. Et le cas Trump University, c'est en fait le cas d'un possible scam. Alors je ne vais pas affirmer que c'est un scam vu que le jugement n'a pas été porté encore, mais étant donné les éléments qui ont été partagés, et ça a vraiment l'air d'un scam. Quand vous voyez que le dossier qui était distribué aux différents centres de Trump University en 2010 leur disait si le Attorney General, je ne sais pas le terme en français, se présente, le ministre de la Justice se présente sur les lieux et demande à voir quoi que ce soit, ne montrer absolument rien et appeler immédiatement notre conseil légal. C'est comme si un restaurant disait, quand les gens se présentent pour vérifier et tester que la nourriture que vous servez aux clients est correcte, surtout ne les laissez pas. Ne les laissez pas goûter, ne leur montrez rien du tout, ne leur montrez pas les cuisines. Et il y avait plein d'autres choses comme nous ne vendons pas un service, nous ne vendons pas un produit, nous vendons aux gens le sentiment, un sentiment des émotions, alors qu'à la fin de la journée, les gens payaient beaucoup et c'était un peu, ça avait l'air d'être un Le vrai problème pour la campagne, c'est-à-dire, d'abord c'était l'université, c'est un scam, comme vous avez dit, et sans doute c'était un scam d'une certaine sorte. Le juge. Mais le problème, c'est que le juge dans le cas, il est d'origine hispanique, mexicain. Et Trump a dit que ça c'est la raison qu'il n'est pas pour lui, parce que c'est à cause de son héritage. Il a compris l'intérêt parce que je vais construire un mur. Je peux finir? Voilà, oui, bien sûr. Ok, merci. Et ça, on va déjà désigner comme raciste Trump. Et ça, c'est le vrai problème, parce que les républicains voulaient attirer les hispaniques, les latino-américains, cette année comme jamais avant, et maintenant, tout sera gaspillé apparemment par ces paroles de Trump. Et ce juge était un enfant d'immigré, donc lui-même est né aux États-Unis. Il y a vraiment pas. Il est vrai américain, il n'est pas un juge de paix dans un petit village à Montana, il est un juge fédéral nommé par le président. C'est pas. Et là, et ratifié 100% par le Sénat. Et là, le candidat présidentiel va l'attaquer, comme Paul Ryan a dit, c'était textbook racism. Ça, c'est le racisme de Donald Trump par excellence. Si ça se prépare de sa stratégie. Partie de sa stratégie. Stratégie, mais complètement non américain. Un journaliste lui a posé la question, mais si ce juge avait été musulman, vous êtes en train de nous dire que sans doute il ne ferait pas l'affaire non plus, il ne pourrait pas juger l'affaire. Et la réponse de Trump a été oui, vous avez raison, s'il était musulman, il ne pourrait pas non plus. Pourquoi? Parce que, à nouveau, Trump a été ouvertement contre les musulmans. Comment la société fonctionne? Ça pose un grand problème pour le Parti républicain. Et quand Trump est piégé comme ça, il fait le blâme sur le média.
Il dit, c'est la faute des médias. C'est pas ma faute, c'est la faute c'est pas la faute de ces camarades. C'est les médias qui c'est la faute des médias qui dissimulent ces mots, ces paroles. Bon, donc tout ça, effectivement, hein, vous voyez comme ça, c'est vu comment du Parti républicain? Non mais attendez, vous êtes toujours condamné. Non mais bien sûr, c'est-à-dire que moi je ne suis pas le Parti républicain, il se trouve que je suis républicain, je ne suis pas le Parti républicain. Je l'ai indiqué clairement depuis le début, je ne soutiens pas Trump pour toute une série de raisons que vous avez mentionnées. Mais je ne soutiens pas non plus Hillary Clinton parce que je pense que Hillary Clinton a également un certain nombre de casseroles qui ne sont pas nécessairement les emails ni les affaires de son mari. Alors quels sont les moi je dirais, j'ai deux problèmes majeurs avec les candidatures de Hillary Clinton. Le premier problème, c'est que sur les questions de politique étrangère et de sécurité, elle fait de fait partie de ce que l'on appelle ici les néocons, c'est-à-dire les néoconservateurs. Et pendant la campagne, ses positions, et d'ailleurs qui correspondent à la politique qu'elle a suivie ou qu'elle a préconisée lorsqu'elle était au secrétaire d'État, c'est une politique qui est un peu aventuriste, qui va nous ramener dans un certain nombre de situations que l'on a connues. Et si la situation, par exemple en Libye, est ce qu'elle est, c'est parce que c'est elle qui a pesé des décisions de l'administration qui ont fait que les États-Unis ont collaboré d'une certaine manière à la chute de Kadhafi sans avoir de solution de remplacement. Et on se retrouve maintenant avec un État qui n'est pas gouverné et qui est un repère pour djihadistes. Donc, le côté néocon est quelque chose qui me préoccupe. L'autre aspect, alors ça c'est un aspect beaucoup plus éthique, c'est le problème de la fondation. Et je voudrais prendre juste un exemple. Le problème de la fondation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'affaire, je vais prendre un seul exemple qui est public, c'est dans le New York Times. Donc on ne peut pas considérer que le New York Times est un journal qui est particulièrement pro-républicain. Ça a été publié il y a quelques mois. Une société canadienne détenue par des intérêts russes a acheté des mines, à peu près le contrôle de 25% de la production, de l'extraction d'uranium aux États-Unis. Il y a une procédure qui s'appelle le Council for Foreign Investment in the United States, qui amène, le CFIUS, qui amène, et j'ai eu à Citi l'occasion de gérer cette procédure et de traiter des dossiers, tous les membres de l'administration, y compris le secrétaire d'État, peuvent s'opposer à un investissement qui est considéré comme hostile aux intérêts stratégiques des États-Unis. Dans ce dossier, le secrétaire d'État, qui était Hillary Clinton, ne s'est pas opposé à cet investissement. Donc c'était un investissement de 25% de la production d'uranium aux États-Unis. Et je termine simplement, je vous ai laissé terminer, monsieur. Merci. Et donc ce que je dirais, c'est que il se trouve que cette société a fait un don important à la fondation et que Bill Clinton a ensuite, dans les mois qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, fait un discours important à Moscou, organisé par une banque d'affaires qui avait été dans cette transaction, pour lequel il a touché $500 000. Donc, on va dire, il n'y a pas de preuve. C'est ce qu'on dit toujours chaque fois, il n'y a pas de preuve. Mais écoutez, il y a un problème. Vous me permettez maintenant, vous avez beaucoup de choses. Je répondrai au premier point sur la Libye, mais... Non. Il y a un problème beaucoup plus profond que des mines ou quelque chose comme ça. Oh, ben, écoutez, je termine. Il y a un problème que Hillary Clinton est pour elle-même. On dit, il y a un mot en anglais qui s'appelle hubris. Je ne sais pas s'il y a un mot comme ça en français, hubris. Okay. Et ça, c'est le problème que... Excusez-moi. C'est du latin. C'est du latin. Merci. Ok, ça c'est le problème de Hillary qui est beaucoup plus profond que tout ça. C'est-à-dire qu'elle est pour elle-même, soi-même. Et ça c'est pas bon pour un président. Et ça c'était le problème pendant toute son quand elle était dans la Maison Blanche, quand elle était dans le secrétaire d'État. On n'avait pas pensé que pour soi-même. C'était profitable pour soi-même ou non. Ça, c'est le problème de Hillary. Maintenant, le contraire. Complètement le contraire. Déjà, pouvoir affirmer que quelqu'un est pour soi-même et ses propres intérêts, quand vous avez une femme qui a, je ne sais pas son âge, elle doit avoir 65 ans, quelque chose comme ça, 68 ans, qui a consacré la grande majorité de sa carrière au service public, alors qu'elle aurait pu être une grande banquière d'affaires, elle aurait pu elle-même avoir ses investissements dans les mines au Kazakhstan, elle aurait pu faire tellement de choses si sa motivation c'était d'être banquier sur Wall Street. Mais non, elle a décidé d'aider les enfants, d'utiliser ses capacités légales à défendre les droits humains basiques, etc. Elle a quand même toute une carrière qui est une carrière de service. Bon, ça c'est le premier point. Sur la Libye,
Et tout ce qui est changement de régime. Je partage votre point de vue que les États-Unis ont été impliqués dans des changements de régime où c'était trop tôt, les pays en question n'étaient pas prêts, il n'y avait pas un plan de transition qui était suffisant. Je crois qu'il y a une réalisation que certaines des guerres qui ont été combattues n'auraient pas dû être combattues. C'est toujours plus facile après les faits de constater ça. C'est très difficile d'en arriver à une admission parce que quand il y a un grand nombre de soldats américains qui ont mis leurs bottes et qui sont allés se battre et beaucoup ont perdu leur vie, c'est très difficile d'admettre qu'une guerre n'aurait pas eu à avoir lieu. Donc je crois que c'est une admission qui est pour n'importe quelle administration, que ce soit républicain ou démocrate, très difficile à faire. Mais je crois qu'il y a énormément de prise de considération par rapport à ça, et tout ce qui est changement de régime, je crois que ou s'impliquer dans des situations où on ne devrait pas être impliqué, un dial-down important et qu'on ne va pas voir ce genre de choses si elle est... Que Donald Trump propose. C'est lui qui propose un dial-down du rôle des États-Unis dans le monde. Oui. Et beaucoup de gens en Europe que je connais sont plus ou moins d'accord avec ça. Pourquoi? C'est pas vraiment, c'est pas seulement Syrie, hein. Vous mettez le mot aventuriste, c'est ça. Elle est un peu trop aventuriste. Elle cherche l'aventure à l'étranger. C'est pas nécessaire. Mais parlons de la Syrie pour un moment. Donc la crise des réfugiés en Europe, les États-Unis réalisent leur rôle et leur responsabilité dans cette crise et vont faire tout leur possible pour continuer à aider et step up l'effort pour aider les Européens dans cette situation qui n'est pas seulement européenne, qui est mondiale. Mais la façon dont il va falloir, la seule façon d'arrêter ça, c'est vraiment de trouver une solution au problème en Syrie. La solution au problème en Syrie ne va pas arriver sans qu'on soit impliqué. C'est plutôt à l'Europe, c'est pas plutôt aux États-Unis. Aider dans la situation. Si, David? prenons son service comme secrétaire d'État en total. Elle était le plus voyageuse, disons, de tous les secrétaires d'État. Elle a visité plus que 120 pays. Mais qu'est-ce qu'elle a accompli comme secrétaire d'État? John Kerry, qui était là pour un an et demi, il a accompli un accord avec l'Iran, presque un accord avec Syrie, avec beaucoup d'autres choses. Et il était concentré sur ça parce que ça lui concerne. Il est un très bon négociateur. Hillary, elle glisse sur la surface. Okay? Et elle n'est pas vraiment... C'est pour l'image plutôt de Hillary que les choses fondamentales qu'elle va accomplir. Ça, c'est mon problème avec Clinton. Bon, on va rester là si vous voulez bien. Sur la fondation. Bien. Vous voulez revenir sur la fondation? Non, Juste pour donner un exemple, parce qu'on n'a pas le temps. Sur la fondation. Il attend. On n'a pas le temps de donner 5 exemples par rapport à tout ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a fait au niveau du nucléaire et les négociations avec la Russie, etc., il y a quand même des choses importantes qui ont été accomplies. Israël, vous allez voir n'importe qui d'Israël, ils se sentent quand même mieux d'avoir Hillary qui a travaillé pour eux et qui a aidé la situation là-bas. Donc on ne va pas revenir sur tous les exemples. Par rapport à la fondation, j'ai pas de commentaire, je ne sais pas quelque chose que j'ai suivi et je ne suis pas moi-même personnellement impliquée ou dans la fondation. Pour moi, c'est la personne qui devrait être notre prochain président et la fondation n'est pas quelque chose que je... Eh ben, on va marquer une pause, la dernière pause pour une dernière partie de cette spéciale élection américaine. Restez avec nous. Allez, nous sommes ensemble encore pendant une dizaine de minutes pour notre spéciale élection présidentielle. Mireille Vos, David Endelman, Laetitia Garriott de Cayeux et Jean-Claude Greffat toujours avec nous en plateau avec, eh bien, Hillary Clinton, on en parlait, on a beaucoup parlé de politique étrangère. Vision là sur tout ce qui est domestique, l'économie, est-ce qu'elle va devenir la championne des Américains? Ah oui, peut-être, absolument. Elle a des idées qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus développées que les idées de Trump, pour l'instant, sans doute. Il n'y a aucune de différence. Mais le problème, c'est que si elle n'a pas un congrès démocrate, qui est tout à fait possible avec Trump sur le côté républicain, d'avoir un congrès démocrate aussi, mais si elle n'en a pas, elle n'est pas une bonne négociante. Elle n'est pas pour négocier avec le Congrès, elle ne sera pas bon. Et la chose qu'il faut retenir,
quand Bill Clinton était à la Maison-Blanche, on lui a confié le dossier de la healthcare, de la santé, et a tout à fait échoué parce qu'elle ne pouvait pas négocier franchement, directement, facilement avec le Congrès. Donc ça c'est le problème que pour le futur j'ai des soucis. Laetitia, vous en pensez quoi? Donc Hillary, je crois, va simplifier son message au niveau de ce qu'elle propose au niveau de l'économie, mais il est clair que ce qu'elle propose, c'est une croissance qui soit participative, où il y a des jobs qui sont créés, où les familles qui travaillent dur sont couvertes pour tout ce qui est les basiques. Donc croissance participative, mais aussi une croissance qui est juste, qui est financée de manière juste, où chacun paie sa fair share. Qui est bien si elle peut arriver, mais ça c'est mon problème. Ouais. Moi, je dirais, au moment de la première élection de Obama en 2008, un de mes très bons amis américains m'a dit « C'est extraordinaire. Une fois tous les 4 ans, on croit que le président a de l'autorité et du pouvoir. Il faut changer les choses. » Mais ensuite, on sait très bien que dans ce pays, les décisions sont prises au niveau du Congrès. Je suis d'accord avec David. Ce qui compte, c'est le Congrès. Alors, par contre, je suis moins certain que vous que dans l'hypothèse, d'ailleurs, quelle que soit l'hypothèse de l'élection de la présidence, je pense qu'il y a un risque, et je le vois comme un risque, que les républicains perdent le contrôle du Sénat, parce qu'il y a un certain nombre de sièges qui sont des sièges qui ont été gagnés avec des majorités extrêmement faibles. Donc je pense qu'il y a un risque réel que le Sénat repasse sous contrôle démocrate, pas avec une majorité qualifiée, mais avec une majorité simple. En revanche, je pense que ce sera plus difficile au niveau de la Chambre, mais on voit très bien, et ça rejoint votre question sur le Parti républicain, beaucoup de candidats à l'élection, et moi je suis impliqué dans un certain nombre d'élections, la réélection de Rand Paul au Kentucky qui ne devrait pas poser de problème, et d'autres également à New York, de congressmen ou de gens qui cherchent à se faire élire au Congrès. Et le phénomène Trump inquiète en ce sens que les républicains ont peur d'être affectés par le phénomène Trump. C'est-à-dire, quand on vote en général, on vote pour le ticket, et donc si on ne veut pas voter pour Trump, on ne votera pas pour eux. Donc pour ceux qui sont dans des positions marginales, c'est Et on va risque. voir D'où si, avec l'importance. un Congrès démocrate, si Hillary pourrait avoir le C'est-à-dire le succès Sénat, que pas Obama vraiment. n'avait pas. Et ça c'est le problème. Sauf au début. Oui, sauf- Mais d'où Les deux l'importance, premières comme années. vous le Oui, oui. soulignez, que s'il y a des libertariens sur le ticket, ça va faire venir aux urnes des gens des républicains qui ne seraient pas venus pour Trump Oui. et qui pourront voter pour d'autres personnes au-dessous Oui, du oui, ticket. c'est vrai, c'est vrai. Mais s'agissant, vous avez parlé du Congrès, de la difficulté de faire passer, finalement faire quelque chose, de Un faire programme, bouger les États-Unis. Et Hillary, à nouveau, juste pour prendre un exemple, puisque vous parliez des affaires extramaritales, Je les ai Donny mentionnées, Lunn, c'est pas un vous sujet. avez mentionné une fois, Non, mais- la Faut dire que c'était pas personne, le sujet. la personne qui était en charge, ou une partie importante de l'impeachment, c'était Donny Lunn. Oui. Il se trouve qu'il est un enfant adopté, un orphelin. Le jour où Hillary a décidé qu'elle voulait faire passer quelque chose pour les orphelins et qui était bipartisan, eh ben, elle a appelé, passé le coup de téléphone et ils ont eu une conversation et ils se sont serrés la main alors qu'il avait été quelque part un de ses pires ennemis, mais c'était pour faire passer quelque chose de positif. Oui. David a fait allusion tout à l'heure à ce qu'elle a tenté de faire pour son mari dans le domaine du healthcare. À sa décharge, je dirais qu'à l'époque, elle n'avait pas l'expérience qu'elle a eue après. Elle a été sénateur quand même pendant 2 mandats. Oui. Et c'est vrai qu'elle a construit, j'imagine, un certain nombre de relations à l'époque qu'elle n'avait pas au moment où elle était en charge du dossier de santé. Vous voyez, je peux même dire des choses énormes sur Hillary Clinton. Ça va être difficile pour elle de travailler comme président avec un congrès républicain, disons, parce qu'elle est toujours, je pense, parmi les républicains normaux ou les républicains élus, she's hated, she's pretty hated. Pas comme Qu'est-ce que parmi c'est les un républicain normal, Michael? Mais ben, bon, les gens dans la Ted rue, Cruz, les gens par exemple? Ted Cruz, par exemple, Même les politiciens. le pauvre Marco Rubio. Mais dans la vie Little quotidienne Marco, Little des gens Marco. des États-Unis, On l'a le une Congrès fois. est beaucoup plus important qu'un président. Le président dit des choses, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, mais le Congrès décide. Mais vous dites ça là, Absolument. mais est-ce que Donald C'est Trump vrai. peut remporter la victoire? Ah, moi, je crois, je suis d'accord avec vous, Donald Trump peut être élu. C'est pas le scénario que je souhaite, mais il peut être Il y a élu. une voie serrée, Ah oui, on peut voir. Comme on dit, there's a narrow path to election. Yes, exactly. Parce qu'ils ont les deux, Hillary et Donald Trump, ont des chiffres dans les opinions
épouvantable. Et à mon avis, paraît qu'il faut un pas troisième tolérer les parti, sondages, hein, ça va. une troisième Pas parti grand-chose. pourrait Ok. changer toute la chambre. Absolument. Une troisième partie. Moi, je- comme C'est là le- que votre le- rôle est important. Non, et- non, pas de mon rôle. Non, mais... Si vous voulez, moi je constate que quand je rencontre des gens, on parle beaucoup de ces sujets en ce moment, quand je constate, je commence toujours les conversations quand les gens ne me connaissent pas en disant je suis maintenant américain, je vais voter et vraiment je suis embarrassé. Et tout le monde dit ah, moi aussi, vraiment. Et tout le monde, toute la conversation continue. I don't like any of them. Non mais vous avez entendu ça Oui, bien souvent. sûr. Oui, Honnêtement, souvent. autour de nous, on l'entend. Oui. On l'entend. Oui. Parce qu'avec Trump président, si jamais, ça veut dire quoi pour le Parti républicain du coup? Non, je pense que si Pour vous le voulez, futur. alors là, sur le Parti républicain, je pense que on est peut-être à un moment dans l'histoire américaine semblable à ce qui s'est passé lorsque les républicains ont remplacé le Parti Whig. Ce qui s'est passé au milieu du Oui, mais 19e siècle. pour après les élections avec Barry Goldwater, Barry Goldwater a fait échouer le Parti républicain pendant une génération. Mais je pense que Trump peut le faire la même Le chose. peut- oui, il peut Absolument. faire la même Il y avait un Trump, très bon papier dans le New York Times il y a 2 jours de Tom Friedman sur le Parti républicain, Oui. qui était, je trouve, un excellent papier avec lequel je suis assez franchement d'accord. En disant, Parce c'est que- peut-être, le Parti républicain a un problème. Le parti, moi c'était ce que j'ai aimé dans la campagne de Rand Paul. Rand Paul disait clairement, si les républicains sont effectivement, comme on disait tout à l'heure, des gens âgés, blancs et hommes, on n'y arrivera pas. On gagnera les élections au Congrès, on ne gagnera pas la présidence. Pour gagner la présidence, il faut qu'on ait une plus grande tente. C'était l'erreur de Cruz, c'est l'erreur de Trump. C'est que le parti, sans hispaniques, sans les minorités, sans les femmes, sans Mais- les jeunes, mais, oui, il ah, n'aura mais- pas, il ne Ils gagnera ont pas la mon avis, invité les Trump extrémistes, Goldwater. alors, et l'extrême prend le pouvoir, alors, you ask for Mais, it. mais ça, oui, mais ces gens-là peuvent quitter le parti Oui, oui. et Barry former un autre Goldwater parti. a mis pour les républicains, Barry Goldwater, 1964. 1964, oui, 1964, il a mis les Noirs américains à la porte de Oui. tous les républicains. Et ça, il a gelé ça Switch. pour les démocrates. Maintenant, Trump pourrait faire la même chose pour les hispaniques et aussi pour les Noirs. Absolument. Et vous savez que Hillary Clinton était dans la campagne de Barry Goldwater. C'est que le début. Comme Ouais, quoi, ouais. elle peut parler C'est aux vrai. républicains Ouais, comme c'est aux vrai. démocrates. C'est trop longtemps. Donc elle a vu ça de près. si je puis Comment dire. vous anticipez les choses On a là, le droit de changer d'ici d'opinion. les prochains jours, les prochains mois? Ça va être brutal à votre avis au niveau des débats, des conférences de presse entre Donald Non, Trump ça va et... être très en mon mieux, on va se... ça va être brutal. Oui, non? Oui. Ouais. Ça va être horrible. Ça va être horrible, brutal, et et ça va être ça va être très personnel. bas. Ça va tenir très bas. Et vous avez raison, Est-ce c'est que le pas trop novembre, sur les... ce sera serré à votre avis ou on aura un écart? Tout dépendra bien sûr du milieu, mais il faut s'attendre à un vote serré. Probablement, oui. Oui, probablement. Mais il ne faut pas sous-estimer d'autres affaires du genre le juge, il est capable de continuer. Et quand on lui enlève son téléphone, Non, on nous dit qu'il y a oui, un incident terroriste aux États-Unis Oui, ah oui, ça, absolument. entre Trump et la Maison-Blanche. Ouais. S'il y a un grand incident comme Paris, comme Bruxelles, aux États-Unis, avant les élections, Trump sera élu, à mon avis. Vous avez raison. Je partage complètement votre analyse. C'est effrayant, Au mais minimum, ça peut changer des choses. Ouais, ouais. Vraiment. Prochaine étape, donc du coup, vous regardez quoi? Convention Conventions qui vont être les choix des les choix des vice-présidents. vice-présidents. Oui, Ouais. oui, absolument. Est-ce qu'il y a des noms déjà qui circulent? Alors, Ah oui, vous l'avez bien dit sûr, pour oui, oui. Hillary Clinton, mais du côté des Républicains, est-ce Bien que la que... liste est bien plus longue, qu'il n'y a pas que Elizabeth Warren. Du côté Non, 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 Clinton, il y bien aurait sûr. Senator Sherrod Brown de l'Ohio, Senator Tim Kaine en Virginie, les Castro Brothers Ouais, du Texas, ouais. qui sont hispaniques. Un certain Et côté nombre de- républicain? Du côté républicain, il y a un phénomène qui est extrêmement clair, c'est que beaucoup ne veulent pas s'associer avec Trump parce qu'ils veulent préserver leur avenir. C'est le problème de trouver quelqu'un qui veut serait sur le même plateau avec... C'est pour ça que vous avez Newt Gingrich, parce que de toute façon, il n'a plus rien à perdre, ou Chris Christie. Il peut pas prendre... Parce que ça va terminer son carrière de vice-président juste au début. Ouais, ouais, ouais. Ça, si c'est Chris Christie, ça va être Bullies against Hillary. Eh ben, écoutez, on a encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup d'être passé par les studios du Grand Journal de New York pour notre spécial donc présidentielle américaine. C'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine.